Imaginez un matin d'été, où le chant des oiseaux et le bourdonnement des pollinisateurs se mêlent au bruissement des feuilles. Ce n'est pas qu'un décor, c'est le signe d'un écosystème vivant. Le professionnel qui est en train d'y travailler a le sécateur à la main, le sourire aux lèvres. La cliente est assise à sa table en train de faire des bouquets avec la lavande taillée quelques minutes plus tôt par son jardinier. Cette image est un peu idyllique, elle existe déjà, mais nous pourrions aller encore plus loin en imaginant un jardinier professionnel dédié à un quartier avec son atelier implanté localement. Il serait lié au voisinage par un genre de contrat collectif lui permettant de travailler sereinement à la valorisation du patrimoine végétal et de la biodiversité locale. Il pourrait aussi prendre soin des anciens, qui d'ailleurs aiment déjà prendre un café avec lui. Aujourd'hui, nous parlons de ce qui fait battre le cœur de nos organisations, le soin des arbres et des jardins, appelé le plus souvent entretien et élagage. Je suis Thomas Gentillot, ingénieur paysagiste et formateur. Dans ce 6e épisode de Paysagistes de demain, le podcast du réseau Alliance Paysage, nous explorons comment le soin des jardins peut devenir le premier pas vers une transition écologique profonde pour nos organisations. D'ailleurs, dans cet épisode, nous aurons la chance d'avoir 2 témoignages. L'expérience d'une entreprise du côté d'Dinan et Saint-Malo, l'entreprise Ameline Arbora, et celle de Colvert, autre adhérent du réseau basé près de Noyon, en Picardie. Entrons dans le jardin de ce podcast pour nous poser une question fondamentale. Pourquoi le soin des jardins est-il si important ? D'ailleurs, savez-vous que le soin représente en moyenne 60% de l'activité des entreprises du paysage ? Bah oui, c'est souvent là que tout commence. C'est le contact le plus régulier avec nos clients. C'est là que nos équipes produisent le plus de marge brute et potentiellement de marge nette. Et c'est souvent le service le plus sensible aux questions environnementales. Et à ce titre, c'est souvent la bonne porte d'entrée pour amorcer une transformation de l'entreprise. D'ailleurs, ne nous y trompons pas. Depuis 3 ans maintenant, le réseau Alliance Paysage accompagne aussi ses adhérents sur cette activité. J'aimerais ajouter autre chose. N'oublions pas qu'un jardin bien entretenu n'est pas un jardin propre. C'est un écosystème où les sols vivants abritent des milliers d'organismes, les arbres deviennent des habitats pour la faune, et donc chaque intervention peut favoriser ou perturber ces équilibres. Réintroduire ce sens au cœur de ce métier permet à nos équipes de mieux intégrer l'idée que le soin est bien plus qu'une tâche. C'est l'occasion de voir l'évolution des jardins, de créer des relations durables avec les clients et de donner du sens à leur métier en devenant acteurs de la transition. Avant de partager l'expérience vécue autour de l'éco-conception du soin des jardins, je souhaite vous exprimer une conviction profonde, étayée par des retours terrain et des résultats mesurables. L'entretien écologique des jardins, qu'on l'appelle soins naturels, gestion différenciée ou autre, ne peut se développer durablement sans un modèle économique repensé. Pour le comprendre, plongeons dans la mare aux libellules. Alors, la clé de ce modèle économique réside dans la vente du temps de travail des jardiniers plutôt que des tâches. Pourquoi cette distinction est-elle cruciale ? Alors d'abord, la réalité du terrain. Un exemple concret. Chez Ameline, le passage systématique à la vente de temps plutôt qu'à la tonte a permis de réduire de 30% les déplacements tout en augmentant la satisfaction client. Les équipes de Colvert ont constaté que cette approche libère 20% du temps précédemment consacré à des interventions standardisées. Ensuite, les bénéfices cachés. Cette approche valorise le savoir-faire. Le temps vendu permet de facturer l'expertise plutôt que la simple exécution. Cela donne aussi de la flexibilité. Cela permet de s'adapter aux conditions climatiques et aux besoins réels des jardins. Et enfin, la qualité. Les équipes peuvent prendre le temps d'observer et agir avec précision. Tout ça, c'est un peu un changement de paradigme. Ce n'est pas seulement un changement de tarification, mais une nouvelle façon de concevoir le service. Cela implique une formation des équipes à l'observation fine des écosystèmes. Mais surtout, cela oblige à avoir une communication transparente avec ses clients à propos de cette nouvelle approche. Comme le montre l'expérience des entreprises engagées dans le projet Paysagistes du vivant, ce modèle économique n'est pas qu'une théorie. Il est déjà mis en pratique avec succès par des pionniers du secteur. Pour cet épisode, j'ai croisé Jean-François, le responsable du service soins du jardin d'Ameline Arbora, au salon Paysalia. Bonjour Jean-François. Salut Thomas. Concrètement, avec cette démarche d'éco-conception, tu vas commencer à transformer ton service. Qu'est-ce qui t'a motivé d'abord à avancer dans cette transformation de ton service soins du jardin ? En fait, moi, je suis issu du monde du naturaliste. Ma formation est comme ça à la base. C'était vraiment de pouvoir ramener la nature au milieu du jardin et de pouvoir communiquer, partager aux clients tout ce savoir et puis faire évoluer les mentalités. Ok, ça fait combien de temps que tu étais responsable du service là ? Un petit peu moins de 5 ans. Ok, donc t'as déjà eu le temps de mettre des choses en place par rapport à tes convictions originelles ? Oui, surtout ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé, moi qui suis issu du monde forestier et que je suis arrivé dans le paysage, je me suis pris un gros mur en fait dans la face
en m'apercevant qu'on faisait d'abord conducteur d'engin ou démarreur de moteur, plus que naturaliste en prenant soin du végétal ou en mettant la nature au milieu du jardin, quoi. Et du coup, je me suis dit, là, c'est pas possible de continuer à faire tonde pour tonde, tailler avec des machines en n'importe quelle saison, n'importe comment, juste parce qu'on n'a rien d'autre à faire à ce moment-là. Et que c'est juste, du coup, comme on n'a pas le temps de faire autre chose, on va faire les tailles à ce moment-là. Voilà. Donc je me suis dit, non, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'on arrive à changer ça et proposer quelque chose de différent qui soit adapté à la nature, à laisser fleurir, à remettre les oiseaux que les gens ne connaissent plus. Dire à un qui pense que sa haie variée, en fait, elle fleurit pas, alors que chaque arbuste de la haie variée fleurit si elle est taillée au bon moment, à la bonne saison. Voilà. Justement, c'est quoi vraiment les premières actions que tu as mis en place ? Les premières actions, en fait, ça va être de passer déjà tout ce qui est tonte un maximum en mulching pour pouvoir laisser à la terre en fait, ce qu'elle a produit. Est-ce que tu crois qu'il y a peut-être aussi le fait que tu leur aies parlé nature, ils ont un peu plus ouvert les yeux aussi ? Bien sûr, on le voit bien. Moi, je vois la différence en fait entre moi quand je suis avec les clients, avec ce discours-là, parce que je suis convaincu, et mes chefs d'équipe où eux, on est en train de les former petit à petit à expliquer ça, mais eux, ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas encore toute la connaissance. Et du coup, on voit bien que le client, il aime bien quand c'est moi qui arrive. Et les gars me demandent aussi, écoute, viens, parce que là, on est un peu... c'est au-delà de nos compétences pour l'instant, quoi. Tu fais l'introduction sur ma question suivante. En fait, c'est quoi les premiers retours de tes équipes sur ce que tu as proposé, en fait ? En fait, au départ, forcément, le gars qui a 10 ans d'expérience dans le paysage, on lui a dit, tu me fais 12 tontes, et puis cet hiver, tu me feras une taille, et puis en plein été, en fin d'été, tu me referas une autre taille. Et tu lui dis, non, on va faire différemment, on va prendre soin, on va relever les tontes. Non, la cliente, elle veut qu'on taille à ras. Non, tu vas lui expliquer qu'en fait, il faut au moins tailler à 8. Et elle va voir que son gazon va changer, qu'elle aura moins d'adventices et que tout va mieux se passer et que si tu es convaincu, tu vas y arriver. Et petit à petit, en fait, ils ont vu le résultat. Les clients ont été satisfaits, en fait. Et du coup, maintenant, c'est eux. Quand les clients leur demandent, ils disent non. Autour de la piscine, vous pouvez quand même tailler un petit peu plus court. Non, je taillerai pas plus court. Et vous pouvez tondre en ramassant au moins... Non, je fais que du mulching, moi. À 8 et que du mulching. Je ferai pas autre chose. Et puis du coup, en fait, tout le monde y trouve son compte. Et puis le résultat est franchement épatant. Et quand j'ai commencé à le faire et à le mettre sur le site et à communiquer dessus, en fait, j'ai un de mes clients, peut-être le plus petit jardin qu'on a à faire sur Saint-Malo, entouré de murs avec 150 mètres carrés, donc à peu près 40 mètres carrés de pelouse. Il m'a dit, Jean-François, j'ai une idée. Vous allez m'installer des prairies fleuries, mais avec un espèce où on agrandit la perspective du jardin. On va commencer par des grands, des petits, des moyens, et puis en fait, on va avoir l'impression que le jardin est encore plus long. Ah oui, volontiers. Et après, on a poussé de plus en plus en fait, vers le zéro déchet, où chaque équipe est équipée d'un broyeur, tout ce qui est taille, pareil, on les redonnait sur place à la nature. Est-ce que tu as des problématiques avec les clients ? Est-ce que tu arrives à vendre autant, moins Qu'est-ce que tu peux dire aux confrères, en fait ? Nous, on doit être à 70% ou 80% en entretien. C'est le voisinage, c'est du bouche à oreille. Et du coup, comme on a fait ça chez le voisin, s'il vient chez nous, c'est parce qu'il a envie d'avoir la même chose. Ouais, donc ça se sélectionne. Et t'as pas de problème de contact, quoi. Non, au contraire, aujourd'hui, le problème, c'est plus d'avoir l'effectif pour faire le travail que les contacts. On est même obligé de freiner un peu, où on sélectionne les clients. Super, merci beaucoup pour ton partage. Et puis, j'avais envie de te poser une question, parce qu'en parallèle de ce travail que vous avez fait sur le service, Chamelin Arbora, vous avez rénové une partie de votre jardin pour en faire une vitrine de cette démarche un peu atypique. Avec Béatrice, donc Madame Ameline, qui est hyper convaincue comme moi. Et comme on a fêté les 45 ans de l'entreprise cette année, on s'est dit, en fait, le showroom, on sait où on va le faire. On va le faire à l'entreprise et on va le faire qu'avec ce qu'on a sur place, comme si on était chez un client lambda. Donc on avait un espace à l'entrée de la zone artisanale, au pied du rond-point, avec des grillages tout autour, une zone d'herbe et une haie variée plantée, du photinia, du pittosporum, que du basique et rien d'autre. Et de là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on a sur place ? On a un endroit d'enrobé, on peut peut-être le casser au niveau du parking pour en faire une surface perméable et faire une place de parking avec, pareil, des chutes de schiste, quelques galets,
quelques sédums, juste mettre les schistes dans la bande de roulement. Ça a été encore une de mes plus grandes surprises. C'est que sur le jardin expo, alors on a fait plein de choses. On a fait un poulailler avec les chutes de bois ou de ganivelle de créa. On a fait des murs de pierre avec toutes les pierres de champ qui avaient été récupérées et qui traînaient sur le chantier. On a mis des souches qui avaient été arrachées dans les chantiers en décoration. Et le summum, en fait, c'est qu'on a créé pour qu'il y ait un peu de volume, un mur de soutènement. Et là, j'ai fait avec des croûtes d'enrobé, en fait. Le jour des 45 ans, les gens ont été bluffés complets. Tous ceux qui me reparlent que du muret d'enrobé. De loin, c'était super joli, mais ils étaient incapables de dire ce que c'était. Je me suis dit, waouh, ça y est, on y est et on est vraiment bien. Allez, pour terminer, quel conseil tu donnerais à une entreprise qui hésite à se lancer, surtout sur la partie service soins du jardin, à faire autrement? Quel conseil tu donnerais pour quelqu'un qui hésite, quoi? Aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est d'être convaincu soi-même. Et voilà, Jean-François est reparti vers Dinan. Mais maintenant, je suis content d'accueillir sur la terrasse de notre podcast Constant, manager de production chez Colvert, près de Noyon. Bonjour Constant. Bonjour Thomas. Tu es manager de production chez Colvert. Vous avez commencé à transformer vos services de soins avec Thibaut, ton collègue qui s'occupe aussi du soin de jardin chez vous. Qu'est-ce qui vous a motivé à commencer par là? Alors, il y a quelques années, on a fait plusieurs constats. On s'est rendu compte en fait que nos clients en contrat d'entretien de jardin étaient moyennement satisfaits des prestations qu'on proposait. On avait bien généralement 10-12 tontes dans l'année, on avait une ou deux tailles à faire dans le contrat. Ils nous demandaient toujours en plus de faire de l'entretien du massif, de l'entrée. Et on s'est dit comment on peut faire pour apporter de la satisfaction aux clients tout en améliorant nos contrats. Du coup, la demande des clients a un peu évolué dans ce sens-là et on en est venu à proposer éventuellement des contrats d'heures. Et justement, après avoir commencé à mettre en place ce système de vente à l'heure, quelles ont été vos premières actions? Alors, on avait beaucoup de demandes d'intervention ponctuelle en plus de l'entretien du jardin. Et donc, du coup, tout naturellement, on a fait des chantiers tests. On a fait 1 ou 2 chantiers tests qui finalement se sont bien passés. Et on a démocratisé le système d'entretien de jardin au temps passé depuis quelques années. Trop bien. Et c'est quoi les premiers retours de tes équipes et puis de tes clients? Alors c'est vraiment totalement un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'au début c'est un petit peu dur de faire comprendre à la fois aux jardiniers, à la fois aux clients, mais en fait c'est vraiment une relation gagnant-gagnant, puisque le chef d'équipe est totalement autonome sur ses contrats, il a un lien direct avec le client, il n'y a pas de tromperie. Et c'est totalement transparent. Et tes équipes, ils l'ont bien accepté, quoi. Ils ont bien aimé ce système, le fait de pas courir, peut-être les a rassurés, et en même temps, il y en a qui aiment bien envoyer, quoi, aller vite et tout, non? Il y a un petit côté, en fait, si tu veux, auto-entrepreneur dans l'approche. C'est-à-dire que le jardinier est acteur du jardin dans lequel il se trouve, et c'est lui qui prend ses propres décisions et qui gère son temps. Et donc en ça va vraiment dans la demande de nos chefs d'équipe de devenir plus autonomes sur leur chantier. Ah oui. Je me demandais, Constant, je sais que chez Colvert, vous avez la particularité d'être adossé à une belle exploitation agricole, comme on en rencontre d'ailleurs dans votre région de Picardie. D'ailleurs, je crois quel est votre principal exutoire pour la gestion de vos biodéchets. Tu avais pas mal bossé sur le sujet pour diminuer notamment l'aspect logistique de cette problématique de gestion. Où est-ce que vous en êtes, quoi? Tout à fait, effectivement, tous nos biodéchets sont valorisés au sein de cette exploitation agricole en compost et épandus sur les terres autour de l'entreprise. L'enjeu aujourd'hui, clairement, il est de réduire le volume des déchets générés par nos chantiers parce que malgré tout, les biodéchets restent quand même une problématique en soi. Pour ce qui s'agit du service élagage, nous avons investi dans différents outils qui vont nous permettre justement de réduire ce volume de biodéchets. Il y a 2 ans, on a racheté des broyeurs à végétaux bien spécifiques de différentes tailles, comme par exemple un broyeur à chenilles pour pouvoir passer au portillon des jardins, afin d'arriver au plus près de l'arbre et de proposer notamment aux clients de garder tout simplement les déchets pour les réutiliser dans les massifs. Par rapport à votre démarche que vous avez réalisée en éco-conception, là, avec le pôle éco-conception, qu'est-ce que tu en retires? Est-ce qu'il y a des éléments qui t'ont vraiment fait avancer ou est-ce que c'était vraiment un peu de la redite ou quelque chose où vous étiez déjà en marche? La démarche d'éco-conception, elle est intéressante dans le sens où ça permet de mettre vraiment en exergue les points à améliorer et puis de se rendre compte qu'il y a quand même des points sur lesquels on avance, sur lesquels on est presque au bout. Et du coup, quelques petites actions vont être facilement réalisables pour pouvoir, j'ai envie de dire, avancer sur le sujet. Donc voilà, ça permet quand même de donner un beau diagnostic
de ce qu'on peut faire et comment on peut évoluer sur le métier. Génial. Et d'ailleurs, quand tu dis on est presque au bout, c'est les biodéchets ou il y a d'autres sujets sur lesquels tu t'es dit ah là on est quand même vraiment pas mauvais? Il y a les biodéchets. On est en train de bosser sur la longévité du matériel, sur comment faire pour que nos matériels tiennent mieux, notamment pour tout ce qui s'agit de l'entretien du matériel. Avec notre fournisseur de matériel, justement, on est en train d'organiser une formation concrète, mais vraiment très concrète, de nos équipes sur place. Formation très pratico-pratique pour pouvoir entretenir correctement le matériel, mais des gestes simples pour pouvoir allonger la durée, par exemple. Mais c'est très intéressant de ce point de vue-là, ce que tu nous partages. J'avais envie de regarder avec toi aussi quel conseil tu donnerais à une entreprise qui hésite à se lancer dans ce type de démarche un peu d'éco-conception? Alors, quelle que soit la taille de votre entreprise, finalement, on a tous les moyens de mettre en place des actions de bon sens, quoi. Tout simplement, pour améliorer et rendre encore plus vertueux nos métiers. Et en plus, ça crée une émulation positive au sein de nos équipes. Donc, moi, j'y vois que des points positifs. Ok. Et ça a été vraiment facile avec tes équipes ou il a fallu un peu batailler? Disons que c'est simple si on intègre l'équipe dès le début. C'est-à-dire que dès le début du processus d'éco-conception, on était une équipe, alors bien sûr resserrée, on ne va pas faire intervenir toute l'équipe, mais on avait les principaux interlocuteurs justement de terrain, de bureau, afin que tous les détails du parcours client soient bien représentés, tout simplement. Donc vous avez repris le parcours client avec vos équipes, où ils étaient en mode actif, entre guillemets, pour se dire, OK, comment on fait pour faire mieux, pour être plus proche du besoin du client, plus proche des besoins du vivant, de la nature. Donc le premier conseil que tu donnes, c'est déjà de commencer en fait, simplement, de se lancer. Pas avoir peur d'y aller, quoi. De pas avoir peur et surtout de pas avoir peur d'intégrer les équipes dans le projet. C'est hyper important si on veut faire adhérer C'est ça le premier conseil, ok. Mais aujourd'hui, là, après cette année et demie, et voire même un peu plus avec le changement de modèle de vente en entretien, c'est quoi le bilan On va reparler encore de l'humain, c'est-à-dire que c'est vraiment important pour nous d'intégrer nos équipes dans toutes nos décisions, dans les projets qu'on mène. Et clairement, quelle satisfaction quand on regarde dans le rétro et qu'on voit tout le chemin parcouru avec l'équipe qu'on a, quoi. Merci beaucoup, Constant, d'avoir été avec nous. Merci à toi. Et voilà, nous arrivons sur la fin de cet épisode. Le soin des jardins est bien plus qu'un service. C'est une porte d'entrée vers une nouvelle façon de concevoir notre métier. Comme nous l'avons vu aujourd'hui, c'est souvent par là que la transition est la plus simple, la plus concrète et la plus porteuse de sens. Pour aller plus loin, découvrez les ressources du projet Paysagiste du Vivant sur le site du podcast Paysagiste de demain. Un grand merci à Jean-François et Constant pour leur témoignage et merci à vous de nous avoir écoutés.